Elle n'avait plus prononcé un mot, depuis l'incendie qui avait tout emporté. Mais lorsqu'un garçon a donné un coup de pied à son seul ami, un berger allemand malmené qui ne la quittait jamais, quelque chose en elle s'est brisé. Et devant une foule qui l'avait toujours regardé droit dans les yeux, cette petite fille silencieuse a fait quelque chose qui a stupéfié le monde entier. Ce qui a suivi a été plus qu'un moment viral, ce fut un voyage de douleur, de guérison et le lien indestructible entre une fillette qui avait perdu la voix et un chien qui la lui avait rendue. C'est l'histoire d'un murmure qui rugissait plus fort que la haine et d'un amour qui guérissait bien au-delà d'une petite ville. Avant de commencer, aimez cette vidéo et dites-nous dans les commentaires d'où vous la regardez dans le monde. Dans une ville où tout le monde se connaît et où les secrets résonnent encore dans les pins vivait une petite fille nommée Lena Whitmore, qui n'avait pas prononcé un seul mot depuis plus d'un an. Pas un murmure, pas un fredonnement, rien. Le silence n'était pas seulement étrange, il était obsédant. La plupart des gens l'attribuaient à l'incendie, celui qui avait emporté ses parents, sa maison et toute la sécurité qu'elle connaissait autrefois. Après cela, Lena emménagea chez Eli Ramsey, un charpentier veuf dont le chagrin se cachait derrière ses yeux fatigués et ses mains calleuses. C'était un homme qui réparait, construisait, mais même lui savait que certaines choses étaient trop abîmées pour être réparées. Au début, Lena semblait l'une d'elles. Elle ne criait pas. Elle ne pleurait pas. Elle restait assise à dessiner ou toujours à dessiner ou des lignes sombres sur du papier qui ressemblait à de la fumée et des ombres. Eli n'insistait pas. Il n'avait pas l'énergie pour des rendez-vous thérapeutiques ou des conversations embarrassantes. Il lui préparait des repas chauds, réparait les escaliers grinçants et la laissait vivre dans le silence auquel elle s'accrochait. C'était une maison silencieuse, et la plupart du temps, on avait l'impression que deux fantômes tournaient autour. Mais l'orage arriva. Il s'abattit comme un vieil ennemi, les éclairs fendant le ciel, le vent hurlant à travers les volets. Eli était dehors, dans le hangar, en train de rassembler des outils, lorsqu'il entendit un léger bruit sous le porche, un gémissement. Il pensa que c'était le vent jusqu'à ce qu'en se penchant, il aperçoive deux yeux terrifiés briller dans l'obscurité. Un berger allemand aux côtes apparentes, boiteux, trempé jusqu'aux os et tremblant comme une feuille. Pas de médaille, pas de collier, juste la survie et la douleur sous forme canine. Eli ouvrit la porte moustiquaire. Eh bien, quelle chance! Il appela Lena, sans réponse. Là encore, pas de surprise. Mais à la seconde où elle vit le chien, ses pas s'agitèrent plus vite qu'Eli ne l'avait jamais vu. Elle n'hésita pas. Elle marcha droit sous la pluie, tomba à genoux et entoura l'animal tremblant de ses bras, comme si elle le connaissait depuis toujours. Pas un mot, juste cette étreinte silencieuse et désespérée. Eli savait que ce n'était pas juste un chat errant, c'était son chat errant. Scout, c'est le nom qu'elle écrivit sur le premier bol de nourriture qu'elle fit glisser sur le sol ou des lettres irrégulières, tout en majuscules, mais nettes. À partir de ce jour, Scout dormit devant la porte de la chambre de Lena, la suivit partout et attendit patiemment à table à chaque repas. Il s'assit même à côté d'elle pendant qu'elle dessinait, comme s'il comprenait chaque ligne. Lentement, les choses changèrent. Lena cessa de tressaillir au bruit fort. Elle se mit à marcher sans regarder par-dessus son épaule. Et quand Scout aboyait après les ombres, elle souriait, comme s'il chassait ses cauchemars. Eli remarqua plus qu'il ne le laissait paraître. Il vit comment ses dessins avaient changé, plus de fumée ni d'ombre, maintenant, il y avait des arbres, une fille, et toujours, un chien à ses côtés. Toujours pas un mot de Lena. Pas un seul son. Mais Eli jura que le silence ne lui paraissait plus si pesant. Et c'est peut-être à ça que ressemble l'amour quand les mots manquent, un homme brisé, une fille silencieuse et un chien balafré qui tentent de respirer dans un monde qui les a presque oubliés. Mais quelque chose se tramait sous la surface. Lena ne se contentait pas de guérir, elle observait. Et lorsque le monde osait lui retirer la seule bonne chose qu'elle avait laissée entrer, elle veillait à ce qu'il n'oublie jamais ce qu'elle avait à dire. Lena n'avait plus besoin de mots pour se faire sentir. Elle avait Scout, et Scout l'avait. Elles étaient presque collées l'une à l'autre, plus comme les deux moitiés d'une même âme qu'une fille et son chien. Partout où Lena allait, Scout la suivait. Et quand Scout grognait, Lena savait se taire.
C'était comme si elle parlait une langue que personne d'autre ne pouvait entendre, un lien silencieux tissé de cicatrices, de promenades silencieuses et d'une compréhension mutuelle de ce que l'on ressent lorsqu'on est oublié. Mais bien sûr, les petites villes ne restent pas silencieuses bien longtemps. Les gens l'ont remarqué. Les enfants ont chuchoté. Les adultes ont fait des observations polies derrière des sourires prudents. Vous savez, le genre, c'est la fille Whitmore, n'est-ce pas? La pauvre, elle ne parle toujours pas. Mais elle a ce chien maintenant. C'est peut-être une bonne chose, peut-être que tout le monde n'est pas gentil. Entre en scène Carter Dunn, 13 ans, colérique et peu sûr de lui comme seul un enfant élevé à la ferraille et aux portes claquées peut l'être. Son père tenait la casse du coin, Carter était bavard, le genre de garçon qui perçoit la faiblesse comme du sang dans l'eau. Lena, muette, mystérieuse, toujours aux côtés de cette affreuse chienne errante, devint sa cible favorite. D'abord, ce furent des aboiements dans son dos, puis des cailloux jetés quand Scout ne regardait pas, un crayon cassé en cours d'art plastique, le cocktail cruel habituel d'ennui et d'amertume. Mais Lena ne broncha jamais. Pas une seule fois. Scout, cependant, n'était pas aussi indulgent. Chaque fois que Carter s'approchait trop, Scout intervenait, grognant doucement, les yeux rivés sur lui, au message reçu. La seule raison pour laquelle Carter ne se faisait jamais mordre, c'était parce que Lena posait la main sur la fourrure de Scout, un simple effleurement, et il se taisait à nouveau. Elle était la laisse, et la laisse était l'amour. Pourtant, un après-midi, après l'école, la limite fut franchie. Lena trouva Scout qui l'attendait derrière le gymnase, du sang séché derrière l'oreille. Personne ne vit la scène. Aucun professeur n'intervint. Juste Scout, assis là, la queue à peine remuante, blessé mais loyal. Lena ne pleura pas. Elle ne hurla pas. Au lieu de cela, elle s'assit près de lui dans la poussière, prit un bâton et commença à dessiner un long trait, puis un autre. Une fille, petite et déterminée, une laisse qui se transforma en éclair, et une ombre tapie derrière elle. Ellie remarqua l'égratignure cette nuit-là, car Scout ne broncha pas en nettoyant la plaie. Il ira bien, marmonna Ellie. Quel idiot! Mais Lena n'écoutait pas. Elle observait. Quelque chose avait changé en elle, pas brisé, pas cassé, mais changé. Son silence ne lui semblait plus insignifiant, il était dur et pesant, comme le silence qui précède la tempête. Ellie a bien sûr essayé de signaler l'incident, mais sans témoin, sans aveu et avec une famille bien implantée en ville, l'école ne pouvait pas faire grand-chose. Juste un haussement d'épaule, un dossier sur un bureau, une raison de plus de se taire. Mais Lena n'était plus brisée. Elle attendait, observait, apprenait quand le monde l'écoutait et quand il se détournait. Et quand le moment viendrait enfin, celui où quelqu'un blesserait la seule chose en laquelle elle avait confiance devant une foule, Lena ne se contenterait pas de trouver sa voix. Elle ferait en sorte que le monde entier l'entende. Les petites villes aiment les bonnes traditions. La foire annuelle de printemps du comté de Miller était presque une parole d'évangile, stand de limonade, grande roue, concours de tartes et plus de ragots au mètre carré qu'un salon de beauté. Lena n'y était jamais allée auparavant. Beaucoup de monde, trop de bruit, trop de regards. Mais cette année, c'était différent. Ellie la supplia presque de venir, disant que ce serait bien pour elle et Scout. Il était déjà dans le camion avant même que Lena ait pu attraper son manteau. C'était la première fois depuis longtemps que Lena paraissait légère. Elle portait un sweat à capuche bleue délavé et un sourire spontané. Scout portait un bandana rouge, Lena l'avait cousu elle-même, de travers, certes, mais fièrement porté. Ils arpentèrent le champ de foire comme des rois discrets. Sans un mot, juste sa main effleurant de temps en temps le dos de Scout qui trottait à ses côtés. Les gens le remarquèrent, certains sourirent, d'autres murmurèrent, et Carter ne croyait pas qu'il ne l'ait pas remarqué. Ce matin-là, Carter était hargneux et avait des choses à prouver. Ses amis le mirent au défi, va-t'en prendre à cette clébard, on verra si elle pleure. L'énergie punk typique des petites villes, mais Carter avait dépassé le stade de la provocation. Il voulait une réaction, quelque chose de vrai. Et puis il a commis l'impensable. Juste devant le stand de limonade, devant une trentaine de personnes, mères, enfants,
enseignant, il s'est avancé et a asséné un violent coup de pied dans les côtes de Scout. Le berger allemand a glapissé et s'est effondré sur le côté. Le bruit a figé le monde, les rires se sont éteints en plein vol. Léna se figea, c'était comme si le ciel clignotait. Elle courut vers Scout, tomba à genoux et le serra dans ses bras. Le garçon qui ne l'avait jamais quitté gisait maintenant, haletant. Et puis quelque chose se brisa. Elle se leva, les poings serrés, le regard fixé sur Carter, les lèvres tremblantes, puis, comme un éclair filant à travers une fissure de barrage, elle dit « Ne le touche plus jamais ». Sept mots sans volume, sans élégance mais qui tombèrent comme une grenade au milieu de la fête foraine. Tout le monde se figea. Ellie, qui arrivait avec un sac de pop-corn, le laissa tomber sous le choc. Quelques personnes eurent le souffle coupé, une mère se mit à pleurer. Carter recula comme s'il avait reçu un coup de poing. Les téléphones étaient déjà sortis, les boutons d'enregistrement allumés. En moins de 2 heures, la vidéo a fait le buzz sur les réseaux sociaux. À minuit, elle avait déjà atteint 2 millions de vues. Au matin, les gros titres annonçaient « Une jeune fille muette prend la parole pour défendre son chien ». La foule était réduite au silence. Les commentaires affluaient, des milliers, « Je sanglote, c'est l'enfant le plus courageux que j'ai jamais vu, les protéger à tout prix ». Mais derrière tout ce bruit, derrière cette vague virale, il y avait une fille qui serrait son chien dans ses bras, lui murmurant des excuses dans la fourrure, et une tempête qui grondait doucement en elle. Ce n'était pas une fin heureuse, c'était juste le début d'une fille que le monde croyait brisée et du lien qui la rendait entière. Au lever du soleil, Léna n'était plus seulement une enfant du comté de Miller. Elle était un enfant sur lequel Internet s'était accroché, comme toujours lorsqu'une information brute et authentique transparaît. Cette vidéo, celle de la fille silencieuse qui a trouvé sa voie pour protéger son chien, a connu un succès fulgurant. Les célébrités l'ont retweeté, ça m'a brisé, les protégés, qui coupent les oignons. Il ne fallut pas longtemps avant que les camionnettes de presse ne se mettent à gravir le chemin de gravier en direction de la maison d'Ellie, telles des fourmis métalliques. Léna ne dit pas grand-chose après ce jour-là, non pas par peur, mais parce qu'elle ne s'exprimait pas à la légère. Scout était encore endolori, les côtes sensibles mais vivantes et la queue remuante, et il se collait à Léna comme une ombre à fourrure. Elle a passé ce premier jour viral recroquevillé à côté de lui, un carnet de croquis à la main, dessinant une image d'elle-même debout devant un micro avec Scout à côté d'elle, sa patte sur le micro comme s'ils le faisaient ensemble. Bien sûr, Ellie n'était pas emballée par ce cirque médiatique. Il envisagea, à moitié sérieusement, de clouer des planches aux fenêtres. Ils passeront à autre chose, murmura-t-il en buvant son café. Mais ils ne le firent pas, car Léna fit quelque chose qu'aucune équipe de relations publiques n'aurait pu inventer, elle se sentait réelle. Et lorsqu'elle reprit enfin la parole, ce ne fut pas devant une caméra, mais devant les gens. Avec l'aide d'Ellie, elle écrivit une lettre et la publia sur une nouvelle page créée par son professeur. On pouvait y lire. Je ne parlais pas, car rien ne me semblait sûr. Scout me rassurait. Ce n'est pas seulement mon chien, c'est grâce à lui que je me suis souvenu de l'importance du courage. La lettre s'est répandue comme une traînée de poudre, non seulement parce qu'elle était sincère, mais aussi parce qu'elle exprimait ce que tant de gens avaient trop peur de dire, parfois, le silence n'est pas synonyme de faiblesse, mais de survie. Et c'est l'amour qui le rouvre. Les messages affluaient des enfants souffrant de troubles de la parole, des adolescents souffrant de stress post-traumatique, des vétérans de guerre, des enfants placés en famille d'accueil, des personnes qui n'avaient parlé à personne depuis des années, où tous écrivaient à Léna, tous lui disant « Tu m'as donné de l'espoir. Tu m'as rappelé que je n'étais pas brisé. Ta voix est devenue la mienne. » C'était plus qu'un gros titre, c'était désormais un mouvement. Une mère de famille a lancé une campagne GoFundMe sans même demander, offrons à Scout des soins vétérinaires appropriés et envoyons cette courageuse fillette suivre un programme artistique spécialisé. L'objectif était de 5 000 $, il a dépassé les 50 000 $ dès le 3e jour. Mais tout le monde n'était pas ravi. Le père de Carter a dû gâcher le moment. Il a déposé une plainte officielle auprès du conseil scolaire, affirmant que l'emportement de Léna avait diffamé son fils et lui avait causé un préjudice émotionnel. C'était absurde,
mais dans une ville comme celle-ci, les règles sont floues et les règles sont dépassées. On parlait maintenant d'une audience, d'une réunion du conseil scolaire, de savoir si Léna serait sanctionnée pour avoir perturbé la classe, comme si le problème était de défendre un chien qui avait reçu un coup de pied. Élie était furieux. Léna, elle, ne paniquait pas, elle continuait simplement à dessiner. Un soir, elle tendit à Élie une nouvelle photo, Scout, debout, le regard droit devant lui, et derrière lui un lion. Ce n'était pas fini, loin de là. Car le monde l'avait peut-être enfin entendu, mais Léna allait maintenant devoir prouver que cet instant n'était pas un hasard, que son silence avait plus de force que tout le bruit que la famille de Carter pouvait lui infliger. Et ce qui s'est passé ensuite n'a pas seulement ébranlé leur ville, cela a rappelé à tout le monde à quoi ressemble vraiment le courage. On pourrait croire qu'une vidéo virale qui a fait pleurer tout le pays apporterait un peu de paix à un enfant. Mais non, dans le comté de Miller, apparemment, défendre son chien contre un tyran signifiait désormais s'asseoir devant un groupe d'adultes sur des chaises pliantes pendant que quelqu'un lisait des phrases comme « perturbation de l'environnement éducatif » avec un visage impassible. Bienvenue à l'audience du conseil scolaire, où le bon sens prend sa retraite. Léna n'avait pas dit un mot de toute la matinée qui avait précédé, mais elle ne se cachait pas. Elle s'était habillée et avait choisi un sweat à capuche avec l'empreinte de la patte de Scout brodée sur la poitrine. Quand Élie lui a demandé si elle avait peur, elle l'a simplement regardé et a glissé un dessin dans la poche de sa veste. Il le sortit de la voiture. C'était encore Scout, même bandana, mêmes yeux, mais cette fois, il se tenait entre Léna et un nuage noir qui ressemblait étrangement à Carter. Derrière Scout, Léna se tenait droite, une torche à la main. Message reçu. Ils entrèrent dans le gymnase comme s'ils étaient chez eux. Scout n'était pas autorisé à entrer, mais il attendait devant les portes comme un garde du corps chevronné. À l'intérieur, il n'y avait que des places assises, enfants, parents, professeurs, et même le facteur. Certains brandissaient des pancartes, « Sa voix nous a sauvés ». Une autre lecture, « Scout est notre héros ». L'énergie était électrique. Carter était assis 2 rangées plus loin, boudant à côté de son père, qui semblait avoir croqué dans un citron. Il fit un discours sur le traumatisme émotionnel causé par Léna à son fils, prétendant que Carter n'avait pas dormi, que la vidéo faisait de lui la cible. Bien sûr, mon pote, si tu donnes un coup de pied à un chien devant 30 personnes, tu es la victime. Finalement, ils demandèrent à Léna de prendre la parole. Elle se leva, personne ne s'attendait à ce qu'elle le fasse, elle n'en avait pas besoin, mais elle le fit. Elle s'avança lentement vers l'avant, se tourna vers le tableau et regarda chaque membre dans les yeux. Sa voix, lorsqu'elle parvint, était basse mais puissante. Ils peuvent le frapper, mais je ne les laisserai pas le briser, ni moi. Boum. La pièce était plongée dans un silence de mort, on entendait les chaises craquer, les respirations se retenir. Même Carter détourna le regard. Le conseil a délibéré pendant 8 minutes. Ni sanction, ni avertissement, Léna était libre de retourner à l'école. Carter, en revanche, a été recommandé pour une thérapie obligatoire et des travaux d'intérêt général. Pour la première fois, le prince de la casse de la ville n'a pas été épargné. Alors que Léna sortait du bâtiment, Scout bondit pour la saluer. C'est alors qu'elle vit le message, peint à la bombe sur le mur de briques juste devant l'école, monstre mutant aux 3 mots, rouge vif, assez gros pour brûler. Élie était furieux, il voulait des noms, des conséquences, des arrestations. Mais Léna, elle fixait simplement la scène, sans peur, ni même avec tristesse, juste ce même silence qui l'habitait depuis le premier jour. Elle s'agenouilla, prit la tête de Scout entre ses mains et murmura quelque chose que lui seul entendait. Puis elle fit demi-tour et rentra chez elle. Car Léna avait déjà appris quelque chose que sa ville ignorait, on ne peut pas réduire au silence quelqu'un qui a survécu à un incendie. On ne peut pas faire honte à quelqu'un qui a choisi de parler. Et quand vos mots viennent de l'amour, ils ne font pas que raisonner, ils construisent. Ce n'était pas une défaite, c'était un avertissement. Le monde avait redonné sa voix à Léna. Maintenant, il devait vivre avec ce qu'elle allait en faire. Il pensait ses compagnons exactement comme les chevaux se pensent entre eux.
Lorsque Storm se blessa légèrement à la jambe, Bren adopta une attitude purement équine. Il monta la garde auprès de l'étalon blessé, nettoya délicatement la plaie avec sa langue et refusa de quitter Storm tant que le docteur Rodriguez n'avait pas soigné la blessure. Ce n'était pas un comportement acquis, mais une véritable sollicitude émotionnelle exprimée par des soins dignes d'un cheval. Le docteur Mitchell a passé 3 jours à observer les interactions de Bren, à réaliser des tests cognitifs et à documenter des comportements qui remettent en question les hypothèses fondamentales sur l'identité animale. Ces résultats préliminaires suggèrent que le cerveau de Bren s'est reconfiguré pour traiter les informations sociales et environnementales comme un cheval plutôt que comme un taureau. La neuroplasticité que nous observons ici est sans précédent, a expliqué le docteur Mitchell lors de son briefing de départ. Les voies neuronales de Bren se sont adaptées aux structures sociales, aux modes de communication et même à la coordination des mouvements équins. Il ne fait pas semblant d'être un cheval, neurologiquement, il a acquis une ressemblance équine que nous n'aurions jamais imaginée. À l'approche de l'automne, le docteur Rodriguez était confronté à un nouveau défi, la taille de Bren devenait problématique. Non pas à cause d'une agressivité ou de problèmes de comportement, mais simplement parce qu'il devenait trop grand pour les infrastructures conçues pour les chevaux. Ses abreuvoirs devaient être plus grands, ses besoins alimentaires étaient différents et son poids commençait à solliciter les barrières et les clôtures conçues pour des animaux plus légers. Mais chaque solution proposée était compliquée par le refus catégorique de Bren d'être séparé de Sage et Storm. Toute tentative de le loger dans des installations pour bovins provoquait une détresse extrême pour les 3 animaux. Bren arpentait frénétiquement les rues, appelant sa famille avec des cris de plus en plus désespérés, semblables à ceux d'un cheval, tandis que Sage et Storm se postaient près de la clôture la plus proche, visiblement agités par la séparation. Nous ne sommes pas seulement confrontés à un comportement animal inhabituel, a expliqué le docteur Rodriguez au conseil d'administration du sanctuaire. Nous avons affaire à une véritable cellule familiale qui transcende les frontières des espèces. Les séparer serait cruel pour les 3 animaux. La solution est venue d'une source inattendue, la couverture médiatique locale de l'histoire de Bren. Des sympathisants de tout le comté de San Diego ont proposé de contribuer au financement des modifications du sanctuaire afin de répondre aux besoins uniques de Bren tout en préservant l'unité de sa famille. En regardant Bren, Sage et Storm s'installer pour leur repos du soir aux 3 animaux très différents, unis par un lien indéfectible, le docteur Rodriguez a réalisé que leur histoire était loin d'être terminée. Le véritable test arrivait, celui qui déterminerait si l'amour pouvait vraiment surmonter les limites imposées par la nature. L'appel téléphonique qui allait tout changer arriva un mardi matin pluvieux de mars. Le docteur Rodriguez examinait les derniers bilans de santé de Bren lorsque son assistante, Maria, entra en trombe, les yeux écarquillés d'excitation et d'inquiétude. « Elena, vous devez prendre cet appel », dit Maria en lui tendant le téléphone. C'est du zoo de San Diego. Ils veulent rencontrer Bren. Le docteur Sarah Chen, directrice de la recherche sur le comportement animal au zoo, suivait l'histoire de Bren à travers des publications universitaires et des articles de presse. Ce qu'elle proposait lors de cet appel allait soit valider tout ce que le docteur Rodriguez croyait sur l'identité unique de Bren, soit bouleverser le monde remarquable qu'ils avaient construit à Rancho Vista del Mar. Nous développons un nouveau programme d'intégration interespèces, explique le docteur Chen. Nous avons 2 chevaux dans notre zoo pour enfants qui ont récemment perdu leur compagnon, et nous pensons que Bren pourrait être le complément idéal à leur groupe. Plus important encore, nous souhaitons étudier son comportement dans un environnement scientifique contrôlé. La proposition était à la fois enthousiasmante et terrifiante. Le zoo offrait des installations ultramodernes, des soins vétérinaires professionnels et la possibilité pour Bren de toucher un public international, mais cela signifiait aussi quitter le seul foyer qu'il ait jamais connu et le séparer de Sage et Storm. Absolument pas, a immédiatement répondu le docteur Rodriguez. Bren est indissociable de sa famille. Ils sont psychologiquement dépendants l'un de l'autre. Et si nous pouvions organiser la venue de Sage et Storm, a demandé le docteur Chen. Nous avons l'espace, et franchement, les 3 réunis constitueraient une exposition et une opportunité de recherche encore plus intéressante. Après de longues discussions, négociations et une planification minutieuse, un arrangement inédit a été trouvé. Bren,
Sage et Storm seraient relogés ensemble dans un habitat spécialement conçu aux eaux de San Diego, où ils vivraient en famille tout en participant à des recherches révolutionnaires sur les liens interespèces et le comportement adaptatif. Le jour du déménagement fut chargé d'émotions pour tous. Le docteur Rodriguez avait passé 18 mois à observer Bren évoluer, passant d'un veau vulnérable à un magnifique taureau qui se prenait sincèrement pour un cheval. Elle confiait désormais son avenir à une institution qui comprenait sa valeur scientifique, mais qui ne mesurait peut-être pas pleinement les liens affectifs délicats qui avaient rendu sa transformation possible. La remorque de transport sur mesure arriva tôt ce matin-là, conçue pour accueillir les 3 animaux ensemble. Bren ne montra aucun signe de stress en suivant Sage et Storm dans la remorque. Pour lui, c'était simplement une nouvelle aventure en famille. Au zoo, le docteur Chen avait préparé un habitat qui dépassait même les attentes du docteur Rodriguez. L'enclos comportait des collines ondulantes rappelant Rancho Vista del Mar, de multiples abris et un équipement de surveillance sophistiqué permettant aux chercheurs de documenter chaque aspect du comportement de Bren sans intrusion. Mais le véritable défi fut la rencontre avec les chevaux résidents du zoo, 2 juments nommés Luna et Star sélectionnés pour leur calme et leur adaptabilité sociale. Le docteur Chen voulait voir si l'identité chevaline de Bren lui permettrait d'accepter de nouveaux membres au sein de son groupe social. La présentation fut menée avec une extrême prudence. Luna et Star furent amenés jusqu'à la clôture du nouvel habitat de Bren, où les 5 animaux pouvaient se voir et se sentir sans contact direct. Bren s'approcha immédiatement de la clôture et se mit à émettre les mêmes hennissements qu'avec Sage et Storm. Luna et Star, cependant, étaient perplexes, elles voyaient un animal qui ressemblait à un taureau mais se comportait comme un cheval, accompagné de 2 chevaux qui le traitaient d'égal à égal. Au cours des jours suivants, le docteur Chen a documenté un extraordinaire processus d'intégration sociale. Les comportements équins de Bren étaient si constants et convaincants que Luna et Star ont progressivement commencé à l'accepter comme un membre à part entière de leur troupeau. Le moment décisif s'est produit au moment du repas. La hiérarchie sociale des chevaux est complexe, avec des règles claires sur qui mange en premier et où chaque animal se place pendant les repas. Bren avait appris ces règles de Sage et Storm. Lorsque la nourriture était distribuée aux 5 animaux, il se plaçait naturellement à la bonne place dans la hiérarchie du groupe. Luna, la jument la plus âgée et la plus dominante, a testé Bren en s'approchant de sa mangeoire, un comportement qui forcerait généralement un animal subordonné à s'éloigner. La réaction de Bren était parfaitement équine, il a reculé respectueusement, a permis à Luna d'examiner sa nourriture et a attendu sa permission avant de reprendre son repas. C'est sans précédent, a noté le docteur Chen dans ses journaux de recherche. Bren ne se contente pas d'imiter le comportement des chevaux, il comprend et participe véritablement aux structures sociales complexes des équidés. Les visiteurs du zoo furent d'abord déconcertés par l'exposition. Les enfants pointaient Bren du doigt et demandaient pourquoi il y avait une vache parmi les chevaux. Mais en observant, ils découvrirent ce que les Drs Rodriguez et Chen avaient documenté, Bren se déplaçait comme un cheval, interagissait comme un cheval et était accepté par les autres chevaux comme l'un des leurs. L'attention des médias fut intense, l'histoire de Bren fit la une des journaux internationaux, tandis que comportementalistes animaliers, psychologues et philosophes débattaient de ses implications. L'identité était-elle déterminée par la génétique ou par l'environnement? L'amour et l'acceptation pouvaient-ils véritablement transcender les frontières entre les espèces? Mais pour Bren lui-même, le débat scientifique n'avait aucune importance. Il était exactement là où il devait être, entouré de sa famille, accepté par ses pairs et vivant comme le cheval qu'il avait toujours cru être. Alors que le docteur Rodriguez rendait visite à son ancien patient dans sa nouvelle demeure, le regardant paître paisiblement aux côtés de Luna, Star, Sage et Storm, elle réalisa que l'histoire de Bren était loin d'être terminée. Le chapitre le plus important restait à écrire, et il déterminerait si le monde était prêt à accepter que l'identité pouvait être plus fluide et l'amour plus puissant que quiconque ne l'avait jamais imaginé. 2 ans après l'arrivée de Bren aux eaux de San Diego, son histoire était devenue un phénomène mondial, remettant en question tout ce que la communauté scientifique pensait savoir sur l'identité animale, l'appartenance et la nature même de la famille. Les recherches du docteur Chen avaient été publiées dans des revues prestigieuses, des documentaires avaient été tournés et des millions de visiteurs avaient assisté au spectacle extraordinaire d'un taureau vivant comme un cheval.
par une chaude matinée de septembre, le docteur Chen reçut un appel urgent du coordinateur de l'élevage du zoo. Luna, l'une des juments de la famille élargie de Bren, présentait des signes de gestation, mais la période ne correspondait à aucun des registres de reproduction du zoo. Après enquête, ils découvrirent que Storm s'était accouplé avec Luna pendant une brève période où les animaux étaient hébergés ensemble, avant la mise en place de protocoles de confinement appropriés. La gestation se déroula normalement et Luna donna naissance à un poulain en pleine santé, une magnifique pouliche alezane, dotée du regard intelligent de Storm et du tempérament doux de Luna, brouillant encore davantage les frontières entre espèces, famille et possibilités d'amour.